This is the time to prove it. No, I wouldn't. Just you and me. Come on! Imperious Rex. Fin des années 60, Hackensack, New Jersey. Un homme, triste, tombe. Il est alcoolisé. Il rentre chez lui. Après sa journée de travail, il doit entamer sa seconde journée. Il n'arrive pas à assurer les contrats que Marvel lui propose. Des planches, de l'ancrage, plus rien n'est satisfaisant. Son nom ? C'est Bill Everett, William Everett, 47 ans. Artiste de comics. Sa femme est morte, ses 3 enfants sont partis. Maintenant son dos douloureusement, il se demande comment en est-il arrivé là. Flashback. 1939. C'est le boom du comic book. Les strips des journaux ont migré dans des fascicules que l'on appelle comic books. On est passé de découper des strips pour les réunir dans ces fascicules à petit prix au début de la décennie à la création d'ouvrages d'images narratives. Cette fois pour des œuvres natives avec des personnages spécialement dédiés. Detective Comics, qui deviendra DC Comics plus tard, a déjà sorti Action Comics 1 porté par Superman en 1938, marquant l'arrivée du genre super-héros. Plus tard arrivera Batman. Ces 2 héros évidemment seront suivis de bien d'autres. Mais revenons à Bill. Qui était ce garçon ? À cette époque-là, il était freelance et il travaillait dans le cadre d'un studio de fabrication de comics, clé en main. Studio appartenant à Lloyd Jacket. Bill avait par le passé travaillé dans la publicité. Bill était le fils d'une famille aisée et possédait une âme rebelle. C'est un libertaire, déjà en lutte contre la routine et très mal à l'aise avec le concept de hiérarchie. Son nouveau contrat, s'il l'accepte, crée une histoire dans le cadre d'un comics, Motion Pictures Funny Weekly numéro 1, produit pour des salles de cinéma. Imaginez, à l'époque, l'édition, l'impression devait nous rappeler une start-up. Tout était à concevoir, la forme narrative, le produit, comment le produire, s'organiser avec les imprimeurs, trouver des fonds, trouver des clients. Les pulps, ouvrages d'aventure très populaires à l'époque, comme les comics naissant depuis quelques années, n'étaient pas du tout la tasse de thé de Bill. Il était plutôt un lecteur de poésie, comme ses parents avant lui. Des récits classiques d'auteurs tels que Samuel Taylor Coleridge et Jack London. Bien sûr, une autre passion le dévorait, le dessin évidemment. Il était influencé par des artistes de magazines commerciaux comme Mead Schaeffer, Dean Cornwell et surtout Floyd Macmillan Davis. Peut-être après tout que son ascendance lointaine avec le poète William Blake a joué dans ses préférences. Et oui, William Blake, poète anglais, graveur, méconnu de son vivant, pourtant aujourd'hui considéré comme une figure marquante de l'histoire de la poésie et des arts visuels, et, à noter, précurseur de l'anarchisme moderne. Vous allez voir que les productions de Bill comportent quelques points communs avec celles de William Blake. Lors de la création du personnage de Namor, un texte de Samuel Taylor Coleridge, encore lui, The Rime of the Ancient Mariner, daté de 1798, le hantait. France and the United States of America. Il avait une passion pour les univers marins et l'exploration des pôles, qui était assez courante depuis le milieu du 19e siècle. Ce serait donc une part
des influences de Namor de Submariner, le prince des mers, le fils vengeur. Imperius Rex. Il serait métis, hybride entre un humain et un Atlante. Atlantis, cité sous-marine antédiluvienne, subissant les affres des peuples de la surface. Explosion, pollution. Namor et sa double ascendance lui a fourni plusieurs spécificités, en partie dues à ses origines diverses, capacité à respirer sous l'eau et respirer dans l'air, résistance à la pression, vieillissement ralenti, et cela de manière bien plus conséquente que les Atlantes natifs. Il a aussi des ailettes aux pieds, lui permettant de voler et d'atteindre de très grandes vitesses. Je pense qu'au niveau de l'inspiration, vous avez déjà une petite idée. Le petit plus, c'est qu'il souhaitait que son personnage vole, mais il ne voulait pas lui mettre des ailes dans le dos parce qu'il ne voulait pas qu'il ressemble à un ange. Il sera plus tard classé comme mutant, le plus ancien publié par la Marvel, ou comme nous le verrons plus tard, par Timely. Il a la peau claire, hérité de son lignage humain, là où les Atlantes sont bleus. Bon, là on est sur un sujet relativement polémique, puisqu'en fait sur les premières histoires, il y a eu plusieurs coloris qui ont été utilisés. On a des personnages Atlantes qui sous l'eau ont tous une peau bleue. De temps en temps, certains ont des peaux vertes, Namor compris. À l'extérieur de l'eau, Namor a une couleur de peau blanche. En revanche, certains personnages qui sont censés être bleus, comme tous les Atlantes sous l'eau, quand ils arrivent sur Terre, ils sont blancs. Donc il y a eu pas mal de divergences d'un épisode à un autre, avant que le codage couleur relatif aux Atlantes soit réellement canonique. Il y a une raison à ça, c'est une raison qui existera un petit peu plus tard avec le personnage de Hulk notamment. La couleur dans un système de bande dessinée à l'époque, c'était quelque chose de nouveau. Comme je vous l'ai dit, esprit startup, l'idée c'est de faire pas mal d'économies, industrialiser les process. L'ensemble des imprimeurs n'était pas encore complètement au fait et complètement homogène quant à leur production de couleurs. Il a donc fallu passer par pas mal d'essais-erreurs pour finalement en arriver à des colorimétries mieux maîtrisées. Je vous parlais de Hulk qui est passé de gris à vert. Pas pour une raison narrative, mais pour une raison d'impression. Namor est un prince. Sa mère, la princesse Fen, est partie en mission sous les ordres de son père, le roi Takor. La mission était d'espionner les humains qui étaient présents sur un navire pour connaître leurs plans et pouvoir s'organiser contre eux. Ça faisait pas mal de décennies que les Atlantes étaient de plus en plus dérangés par les activités humaines. Cette activité s'accroissait avec le temps dans cette période, proche de la Première Guerre mondiale, et des combats sur mer donnaient des catastrophes pour la population atlante. Il s'agissait donc d'agir. Sur ce bateau, elle rencontra le capitaine Leonard Mackenzie, et le temps aidant, un amour naissant se fit. Après s'être mariés, faisant des retours réguliers à Atlantis, le roi Takor décide de contre-attaquer. Malheureusement, les humains à ce moment-là sont beaucoup trop forts. Malgré tout, Léonard lui avait laissé un cadeau. Ce cadeau, c'était Namor. Cadeau que le roi accepta, avec quelques difficultés. Pourquoi Namor, au fait ? Pour Everett, il avait besoin d'un nom qui était à la fois original et qui évoquait la noblesse. J'imagine que ça vous rappelle un petit peu un personnage qui a eu récemment un film et qui est censé en avoir un autre bientôt. Oui, c'est bien lui, je parle bien d'Aquaman. Et c'est une erreur. La vision qu'on en a aujourd'hui d'Aquaman, c'est la vision de ces films et aussi la vision des comics des années 60-70. Parce que son origine au départ n'avait rien à voir avec celle-là. Déjà, Aquaman a été créé 2 ans plus tard, en 1941. Ensuite, il n'est absolument pas Atlante. Il est le fils d'un passionné par l'Atlantide. Chercheur qui découvrira la ville plongée sous les eaux. Et il trouvera des artefacts prouvant que la ville était extrêmement avancée. Et ces éléments lui permettront de rendre son fils amphibie. Pas de métissage, de lignée royale, et j'en passe. Quand je vous disais que Namor a inspiré énormément de personnages, énormément de concepts réutilisés, vous en avez encore un là. 20 ans plus tard, on retrouve un Namor, jeune adulte, souhaitant découdre avec l'humanité. Dans ce récit, on le découvre violent, n'hésitant pas à détruire avec sa force phénoménale des êtres qu'il pensait machines. Une fois de retour à Atlantis, avec ces fameuses machines, on découvre que cet acte a priori inhumain et violent était surtout dû à un mortel quiproquo. En s'apercevant que dans ces machines, il y avait des hommes qui l'avaient tué. Dès ce moment-là, on comprend à la fois l'impulsivité du personnage et sa complexité. Il souhaite réellement se venger, dominer des êtres qu'il considère comme destructeurs, mais est en même temps
très attentif aux conséquences et à l'importance que comporte la vie. Tout va donc pour le mieux pour le bon vieux Bill. Il est certes peu payé, mais ça augmente au fur et à mesure. Et surtout, il est freelance. La liberté de travailler au moment où il le souhaite. Plutôt agréable pour un caractère comme le sien. Sauf que non. Le comics d'anthologie, pour lequel il avait été embauché, ne sera jamais acheté par les tenanciers de salle. Difficile d'avoir le fin mot de l'histoire. On sait que les exemplaires ont bien été transmis, mais ce qu'il y a derrière, j'ai pas réussi à trouver la raison principale pour laquelle le deal ne s'est pas fait. Heureusement, il existe des opportunistes. Martin Goodman, déjà éditeur, expérimenté dans la presse en général et le pulp en particulier. Et ce garçon a des stratégies commerciales très précises. Ne jamais innover, mais toujours copier. Ici, copier la vague de super-héros. Il a pour le moment pas d'équipe de production et de personnages. L'occasion est trop belle. Il achète une partie du D-Comics pour la première publication de Timely. Parenthèse. C'est quoi Timely? C'est l'un des premiers noms de la Marvel. La Marvel va avoir énormément de noms différents. C'est une technique entrepreneuriale pour éviter des problèmes juridiques ou faire des économies d'échelle. Martin Goodman aura donc 51 entreprises d'édition avec lesquelles il va jouer. Timely, qui est présente en même temps qu'Atlas, et qui deviendra au début des années 60. Les fameuses licences qui aujourd'hui colonisent entièrement nos écrans. Marvel Comics. Bill doit ajouter quelques pages, ainsi que mettre en couleur son comics. Et en octobre 39, paraît Marvel Comics numéro 1, dans lequel apparaît Namor, aux côtés d'autres personnages comme Human Torch ou The Angel. C'est immédiatement un succès. Bill se retrouve à raconter de manière sérielle ce qui sera le premier super-héros anti-héros. L'innovation est donc déjà dans les gènes de ce personnage. Mais au fait, c'est quoi un anti-héros? Définition simple. L'anti-héros est un personnage d'une œuvre littéraire aux caractéristiques contraires à celles du héros traditionnel. Donc c'est quoi un héros? C'est une personne qui se distingue par sa bravoure, ses mérites exceptionnels. C'est aussi un personnage principal d'une œuvre littéraire, dramatique, cinématographique, ou une personne à qui il est arrivé une aventure qui a joué le rôle principal dans une certaine situation. Un être fabuleux, la plupart du temps d'origine mi-divine, mi-humaine, divinisé après sa mort, demi-dieu, une personne légendaire auquel la tradition attribue des exploits prodigieux, un homme ou une femme qui incarne dans un certain système de valeurs un idéal de force d'âme et d'élévation morale, un homme ou une femme qui fait preuve dans certaines circonstances d'une grande abnégation, combattant ou combattante remarquable par sa bravoure et son sens du sacrifice, homme ou femme qui porte un trait de caractère à son plus haut degré. Vous voyez déjà, ça fait beaucoup de définitions. Donc, rassurez-vous, on va nettoyer un peu tout ça. Il existe beaucoup de grilles catégorisant les critères par gradient de héros à méchants. Ici, j'emprunterai celle d'Advanced Dungeons and Dragons, qui est assez riche et compréhensible, et je filtrerai par une définition que j'ai trouvée sur Wikipédia. Définition. 4 types d'anti-héros. 1. Le personnage sans qualité, l'être ordinaire vivant une vie ordinaire dans un cadre ordinaire. 2. Le héros négatif, porteur de valeurs anti-héroïques, et en général antisocial, mais sans qualité héroïque. 3. Le héros décevant, un personnage ayant potentiellement des qualités héroïques, mais qui n'en fait pas usage, ou les utilise mal, ou à mauvais escient, ou qui tend à perdre ses qualités, ou bien qui se retrouve dans un cadre où ses qualités ne sont plus appréciées ou admises. Et enfin 4. Le héros décalé, un personnage ordinaire, sans qualité, qui par les circonstances se trouve plongé dans une situation extraordinaire. À votre avis, on le met où? Namor. Forcément, on est d'accord, on le met dans le 3e. Donc j'ai fait une grille sur le template des alignements de Donjons et Dragons. Et sur ces 9 critères, on a loyal bon, le croisé ou saint, personne qui croit au respect de la loi et au maintien de l'ordre plutôt que du chaos. Les personnages loyalement bons font souvent tout ce qu'ils peuvent pour respecter la loi et ne feront des exceptions que si la dite loi est fortement opposée à leur propre impression de droiture. En 2e, on a le bon neutre, le bienfaiteur, des personnages qui croient plus à faire le bien qu'à faire respecter les lois, mais qui n'ont aucune opposition inhérente à la loi et à l'ordre.
La plupart des bons personnages neutres agissent uniquement en fonction de ce qu'ils pensent être la bonne chose à faire. Le bon gars moyen tombe dans cet alignement. 3. Le bon chaotique, le béatifié rebelle. Des personnages qui sont de bonnes personnes, qui refusent de se conformer à la loi ou à l'ordre. Certains personnages bons chaotiques détestent carrément ces deux choses. Ils se soucient des droits et de la liberté des autres ainsi que des leurs. 4. Le neutre légal, le juge. Les personnages qui croient que le respect des règles est plus important que les considérations de bien ou de mal. La plupart des personnages neutres légaux ne se soucient pas de savoir si les règles sont bonnes ou mauvaises. Ils se concentrent principalement sur les lois plutôt que sur toute autre chose. Pourtant, ils ont suffisamment de moralité pour voir si quelqu'un abuse de la loi ou crée des lois carrément injustes. 5. Le vrai neutre, l'indécis. Personnage qui ne tombe dans aucun des deux extrêmes. La plupart du temps, on voit ces personnages garder l'équilibre ou simplement ne pas s'en soucier. Ils ont tendance à retourner le même traitement qu'ils reçoivent des autres et agissent simplement, naturellement pour la plupart. Donc là, on est au centre de cette diversité, dans la neutralité la plus complète. 6. Neutre chaotique, l'esprit libre. Les personnages qui suivent leur propre code et agissent en fonction de ce qui leur profite. Fondamentalement, la plupart sont des personnages espiègles et des anti-héros et anti-méchants qui s'inscrivent dans cet alignement. 7. Le mauvais légal, le dominateur. Des personnages qui respectent certaines règles et les imposent aux autres. La plupart du temps, des dictateurs, des tyrans ou des fonctionnaires corrompus. Les personnages de mauvais légal semblent toujours avoir une position de pouvoir. Les personnages de cet alignement voient un système bien ordonné comme étant plus facile à exploiter et présentent une combinaison de traits souhaitables et indésirables. 8. Le mauvais neutre, le malfaiteur. Personnages qui sont des malfaiteurs, le type de mal le plus fondamental et le genre de mal auquel la plupart des gens pensent. Ils sont égoïstes par-dessus tout et ne voient rien de mal à blesser et même à tuer des innocents pour obtenir ce qu'ils veulent. Et ils s'en fichent, si cela signifie suivre les lois ou créer le chaos. Enfin, dernier profil, mauvais chaotique, le destructeur ou le démon. Personnage complètement psychopathe, ceux qui ne se soucient pas de la moralité ou de la vie des autres et qui n'ont aucun remords d'avoir commis des crimes, aussi mauvais soient-ils. En fait, beaucoup aiment blesser les autres juste pour le plaisir. Certains particulièrement terribles tueront même pour le plaisir. Certains sont aussi des sociopathes qui croient que les autres n'existent que comme des outils à utiliser et à exploiter. Maintenant que je vous ai donné les outils, évidemment je ne vais pas vous répondre tout de suite. Je vous laisse, vous, choisir où le mettriez. Le Namor. Je vous laisserai le document en description. Comme ça, vous pourrez mettre les personnages qui vous semblent cohérents avec leur alignement. Et où est-ce que vous mettriez notre cher ami Namor? En effet, dans son premier cycle d'histoire, le personnage démarrera avec la quête vengeresse contre la surface. Enfin, contre les blancs de la surface. Sujet dont nous parlerons plus tard. Très polémique. En tant qu'individu, appartenant à la couronne du roi, il ne peut laisser la surface détruire l'écosystème marin. Sous la responsabilité, du moins dans ce qu'on en sait au départ, d'Atlantis. Il découvrira comment le peuple de la surface vit, subit des défaites dues à son impulsivité, mais aussi au gap de puissance entre ses propres armées et celles de la surface. À la fois curieux de cette civilisation, du fait de son ascendance humaine, portant la suspicion sur lui par son peuple jusqu'à son grand-père, il tentera à plusieurs reprises de créer une union avec celui-ci. Donc quand on parle de peuple de la surface, on parle à ce moment-là essentiellement des États-Unis. On aura donc droit à des trompes d'eau déversées dans des villes américaines, des bateaux détruits, des attaques auprès de personnalités à pouvoir, de personnalités politiques. Ça ira jusqu'à des procès dont un où Namor se retrouve accusé et prend comme peine la chaise électrique. Heureusement, l'Amérique n'est pas démunie. Human Torch, l'androïde inflammable, lui fera régulièrement face, posant le premier crossover de Timely, loin d'être le dernier. Le personnage, tel Everett, est incontrôlable. Ni par les Atlantes, ni par les humains, ni même par lui-même.
Seul son sens de la loyauté, son intérêt réel pour les personnes, plutôt que pour les groupes ou sociétés, l'empêche de produire le pire gratuitement. De ce fait, il cumule les amitiés chez les humains, surtout féminines. C'est comme cela qu'une de ses rencontres, Betty Dean, Prentice, lui fait part du conflit avec les nazis en cours en Europe. Conflit qui ne tardera pas, à l'écouter, à atteindre Atlantis. Qu'allait-il donc décider, ce bon vieux Namor? Qu'Everett allait-il faire? Lui qui s'était engagé à l'armée en 1942 pour combattre contre les forces de l'Axe. Namor, orphelin de son créateur, quelle alliance allait-il choisir? Quelle importance allait prendre la guerre dans ces histoires? Comment l'industrie allait-elle s'adapter à l'effort de guerre? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. À bientôt!